Amis téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous rejoindre pour ce numéro de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Tout d'abord, les points qui ont dominé l'actualité cette semaine. 21 personnes péries, 2 survivants recensés, 19 portés disparus. C'est le dernier bilan du naufrage survenu au large des côtes haïtiennes le 9 avril dernier. Le voilier avait à son bord une cinquantaine de boats de people haïtiens qui tentaient d'atteindre clandestinement les Providenciales. Aucune entente n'est conclue du Forum d'État sur l'organisation des élections ce vendredi entre l'exécutif et les partis politiques agréés pour les élections de 2015. Les discussions vont se poursuivre en vue de parvenir à un accord visant à réduire davantage le nombre de structures politiques pour les prochaines joutes, insiste le Premier ministre Evans Paul. Commémoration le 7 avril dernier du 212e anniversaire de la mort du précurseur de l'indépendance d'Haïti, tous à l'ouverture. Une cérémonie d'offrande florale au pied du monument du héros national au Champ de Mars a été organisée par l'exécutif. Chemise ou un corsage bleu ciel sur pantalon aux jupes bleu marine, chemise ou corsage à carreaux bleu et blanc sur pantalon aux jupes bleu marine seront désormais les couleurs officielles de l'uniforme scolaire unique pour les élèves des écoles publiques présentées par le ministère de l'Éducation nationale vendredi dernier. Célébration ce 7 avril de la Journée mondiale de la santé autour du thème « La sécurité alimentaire de la ferme à l'assiette ». Vous avez tous un rôle à jouer. L'occasion pour les responsables de santé en Haïti d'attirer l'attention de la population sur la nécessité d'opter pour une alimentation saine. À l'étranger, les États-Unis à nouveau secoués par un scandale de meurtre. Un homme noir a été abattu de 8 balles dans le dos par un policier blanc. Cela s'est passé à North Charleston, en Caroline du Sud. Un simple contrôle routier serait à l'origine du drame. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. La NATCOM ne se soucie pas uniquement d'avoir la plus grande couverture réseau en Haïti, mais elle s'implique également dans le quotidien des Haïtiens et elle en est très fière. La NATCOM s'engage autant dans l'éducation que dans la santé. Avec le programme Internet à l'école, en partenariat avec le Conatel, ce sont plus d'une vingtaine de salles informatiques qui ont été offertes à des écoles publiques du département du Sud-Est. La NATCOM a comblé un vide dans les 10 départements avec des programmes mensuels en offrant des séances de consultation et des médicaments gratuitement. La NATCOM, c'est encore plus d'engagement. C'est un dévouement à la classe ouvrière grâce à son programme Corée Ouvrier. Ce sont des milliers d'ouvriers qui sont connectés à leurs proches grâce à NATCOM. La NATCOM, c'est aussi près de 30 points de vidéoconférence offerts au gouvernement haïtien. NATCOM, une présence qui se confirme de plus en plus. NATCOM, Yon Haïti, Yon réseau. Bienvenue au développement de 56 minutes synthèse. Une note triste pour démarrer ce résumé complet de l'actualité de la semaine sur Télésignal. Et on l'avait annoncé en titre. Ce sont au total 21 personnes péries, dont 8 femmes, 3 enfants et 10 hommes lors du naufrage survenu sur la côte de la commune de Borne dans le département du Nord dans la nuit de mercredi 8 au jeudi 9 avril dernier. 2 survivants recensés et 19 personnes portées disparues. Le drame s'est produit au moment où un voilier et à son bord environ une cinquantaine d'Haïtiens qui tentaient d'atteindre de manière clandestine les Providenciales a heurté un récif et a chaviré en mer. Les opérations de recherche se poursuivaient jusqu'à vendredi après-midi par la garde côtière américaine, mais sans espoir de retrouver d'éventuels survivants. Ses compatriotes s'aventuraient en haute mer en quête de mieux-être.
Le chef de l'État, Michel Martelly, se dit consterné par le naufrage survenu dans la nuit de mercredi à jeudi au large des côtes de la commune de Borne, dans le département du Nord, et a coûté la vie à 21 compatriotes. La présidence haïtienne a dans une note exprimé sa profonde douleur suite à ce drame. Au nom de l'ensemble du gouvernement, le chef de l'État transmet ses sincères sympathies aux familles et aux proches des victimes du naufrage. Le président Martelly dit regretter que certains compatriotes continuent de risquer leur vie en haute mer pour atteindre des territoires étrangers et se dit déterminé à poursuivre sa lutte incessante en vue d'offrir de meilleures conditions de vie au peuple haïtien. Lit-on dans cette note, le chef du gouvernement a également présenté ses sympathies aux familles des victimes. Le Premier ministre dit s'incliner pieusement devant la mémoire des 21 victimes du naufrage. Le gouvernement recommande à nos compatriotes de cesser de s'aventurer sur des bateaux de fortune et condamne ceux qui se livrent à l'organisation de ces voyages clandestins illégaux. Le directeur général du service maritime et de navigation Semana, Éric Prévost Jr., a déploré le naufrage survenu au large des côtes de Borne, dans le département du Nord, dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 avril 2015, faisant plus d'une vingtaine de morts et 19 personnes portées disparues. Le DG du Semana a informé qu'un mandat d'arrêt a été émis contre le capitaine du voilier, le nommé Luckner, ainsi connu pour avoir organisé ce voyage clandestin contre rançon, a-t-il affirmé. Écoutons Éric Prévost Jr. au micro de Max Joseph. Gagné et Luckner ainsi connu, qui c'est capitaine bateau ça, que la justice émet un mandat d'elle parce que la rançonné et des citoyens pour mener au providential et Teken Kaikos dit que Semana dans le cadre de mission qui pour sécuriser le secteur maritime, nous toujours prenons toutes mesures nécessaires pour que genre d'accident ça ne pas arriver fait. Mais maintenant, leur parler de question de voyage clandestin, c'est vraiment pratiquement impossible parce que c'est des voyages qui fait vers 11h, minuit, 2, 3h du matin et que nous pas gagner des agents disponibles en ce sens. Seul moyen qu'on combattre les gens de voyage, c'est de gagner des patrouilles. Et en mer qui a sillonné la mer, seule institution qui l'a pour ça, c'est garde côtière haïtienne, ça les marines haïtiennes qui c'est bras armés Semana. Malheureusement nous connaissons que c'est une institution qui gagne très peu de moyens. Maintenant Semana nous connaissons censé plus de 100 naufrages par année. Mais nos frères ça yo toujours fait et nous toujours porter secours et sauver moun yo dans la mer parce que moun ça yo c'est qu'on y a des bateaux légalement qui dans circuit de transport maritime légal là et que bateau ça yo toujours gain gilet de sauvetage, gain extincteur et bateau répond à norme. Mais dans cas ça yo laisser des voyages clandestins, moun yo pas gain gilet de sauvetage, yo pas bateau ça yo pas répondre à aucune norme nationale internationale, c'est normal pour gagner genre de catastrophe ça yo. Mais nous connaissons que l'État a pris bon genre mesure pour que bagay ça yo pas produit et pas produit dans le pays parce que n'est pas normal pour nous perdu des citoyens, des frères et sœurs qui sans doute pour chercher la vie meilleure dans l'autre côté. Le président Martelly a participé au 7e sommet des Amériques qui s'est déroulé à Panama les 10 et 11 avril 2015. Michel Martelly était accompagné du ministre des Affaires étrangères du Libretus. Ce 7e sommet a réuni une trentaine de chefs d'État du continent, dont le président américain Barack Obama. Il a vu aussi pour la première fois la participation du président cubain Raúl Castro, soulignant que jeudi, le président Martelly et le chancelier du Libretus ont participé à Kingston, en Jamaïque, au sommet CARICOM États-Unis consacré à l'énergie et à la sécurité. L'occasion pour M. Martelly de faire état des menaces contre lesquelles la région caraïbéenne n'est pas épargnée, citant entre autres la nette augmentation du trafic de stupéfiants, des pratiques de blanchiment d'argent, de la cybercriminalité. Michel Martelly a appelé les nations de l'hémisphère à faire front commun pour contrer ces dangers, mentionnant qu'en marge du sommet CARICOM États-Unis, le président haïtien s'est entretenu avec son homologue américain Barack Obama. Parlons politique, Haïti élection bien sûr. Il n'y a pas eu de décision définitive issue du Forum d'État sur l'organisation des élections organisées ce vendredi par le gouvernement avec les partis et regroupements de partis politiques agréés pour les prochaines élections. Réunion portant sur la nécessité de réduire le nombre d'entités politiques habilitées à prendre part au scrutin de 2015.
Le Premier ministre Evans Paul, qui s'exprimait lors de la clôture du dit forum, a déclaré que la rencontre doit être continuée afin de parvenir à une solution sur les 3 points qui étaient à l'ordre du jour, à savoir réduire le nombre des entités politiques engagées dans les élections, mettre en place un observatoire indépendant pour veiller au bon déroulement des élections et sur la nécessité de trouver un pacte d'entente nationale. Evans Paul au micro de Rouesté Antoine et Yvan Seïd. Son processus qui commençait, rester attentif, débat à l'ouvri, nous souhaitons faire avec sens de responsabilité, gagner 4 points soulignés. Le premier point, en pile, nous demandé un aménagement non calendrier, une modification dans le calendrier. Nous tendons ça en pile, nous ne pouvons pas permettre de prendre une décision comme ça, pas conseil électoral. Même temps, le conseil attendait le tout. Nous avons parlé de modification du processus. Tous les 3 ateliers qui travaillent sur question reconnaître nécessité pour une réduction du nombre d'entités à participer aux prochaines élections. Question pacte d'entente nationale là, une question posée sur qui ça ne va le faire pacte là. Bon, volontairement nous va le dire sur qui ça. Mais nous faisons pacte pour nous faire une bonne élection. On commence par là. Nous devons faire un pacte sur la bonne gouvernance. Mais nous avons fait autant de pactes nous voulons. Mais premier pacte là, on fait un pacte pour ensemble nous engager nous pour que Haïti fasse une bonne élection année ça. On nous fait pacte là sur l'organisation de bonnes élections. Et qui comportement pour nous gagner. Merci. L'observatoire, c'est pour garantir que ça cap sorti dans le pacte la respecté. L'observatoire, c'est un côté, si on moun gon bagay ou pas fort plaisir, si on engagement pas respecté pour dénoncer. Pour mettre en confiance les partis politiques qui auront à prendre part aux prochaines élections, le Premier ministre Evans Paul a également souligné dans ses propos qu'il n'y aura pas de tricherie au cours du déroulement du scrutin de 2015. Le chef du gouvernement a par ailleurs souligné 3 dates qui, d'après lui, devraient être respectées. Écoutons-le. Pour moi-même en particulier, je gagne 3 dates que moi mettez-moi prisonnier de date ça. Le dernier dimanche du mois d'octobre, c'est une date constitutionnelle. Et bien, moi, créé. Le deuxième lundi de janvier 2016, pour un parlement qui est installé. Le 7 février 2016, pour un nouveau président. Mais ça me bat tête moins comme mission. Et pourquoi nous tous d'accord à la mission ça, c'est ça pour bailler l'État d'Haïti crédibilité, c'est ça pour bailler nous stabilité, c'est ça pour faire prendre au sérieux ni sur plan national ni sur plan international. Il y a des gens qui disent que les étrangers qui demandent pour faire réunion pour diminuer le nombre. Mais ce n'est pas les étrangers qui ont voté, mes amis. C'est pour un Haïtien camper là pour dire est-ce que vous avez fait un bulletin avec 100 partis politiques? Nous n'avons pas besoin de blanc pour dire nous ça. C'est comme si nous tellement sous-estimé tête nous, même ça, son blanc pour dire nous fait. Comme si nous pas rien même. Là, on dit ça, nous manquons pays à dégâts. Pas faire ça, pas manquer tête nous dégâts ça. Pas manquer tête nous dégâts ça. Pas un monde là petit monde blanc pour chaque ça n'a fait pour son étranger que t'as dit nous fait. Nous pas dans point ça. L'ancien sénateur de l'Ouest, Joseph Joël Jean, dirigeant du parti MOPAM, d'Ivoire, derrière cette initiative de l'exécutif, la main de la communauté internationale, l'ancien parlementaire qui ne s'oppose pas à la démarche du CEP, se montre inquiet quant à l'aboutissement du processus. Réduire le nombre de partis politiques agréés pour le scrutin de 2015 signifie tout simplement que le décret électoral n'aura plus d'importance, a renchéri l'ex-parlementaire. Il a appelé le peuple haïtien à la vigilance par rapport à la situation politique actuelle que traverse le pays. John Joe et Joseph au micro de Samus David François.
Mais nous tous nous connaissons clair, je dis, et convocation qui fait là, sans convocation qui fait sous pression, monde qui a habitué à financer l'élection et qui dit clairement qu'il n'y a pas de financer l'élection à quantité de partis. Donc, il exige à gouvernement pour qu'il force les partis de regrouper ensemble. En 2010, résultat élection qui balance pas le résultat qui peut compter mais les gens qui a financé l'élection, donc ils ont exigé que ces gens viennent pour passer. Donc nous acceptons et thématique qui dit qu'il finance comme maintenant. Donc journée aujourd'hui, nous croyons il faut que les haïtiens commencent par ouvrir caler gel pour le dire clairement c'est inacceptable ça qui a passé. Mopam en tant que parti politique et qui connaît un dialogue, en tant que parti politique qui travaille tout pour nous capable retirer les pays dans la race économique liée à un problème d'exclusion sociale qui est dans le pays. Nous croyons autant de fois que nous joignons deux mondes qui ont la même idéologie avec nous, nous regroupons, nous l'avons fait. Mais nous ne pas faire sous pression communauté nationale, ni pression gouvernement accès payant. Il faut que nous respections des procédures qui tracent pour ça. À partir de la rencontre qui fait là, nous sommes capables de calendrier à tomber. Si vous parlez pour que les partis politiques regroupent, laissez ça vous mettez dehors et deadline qui est par solution 19 et moi ça pour que l'inscription finisse. Donc ça est tombé. Donc pour nous c'est un lot et calendrier électoral que CEP va le mettre en place. Et est-ce que nous ne pouvons pas même parler tout de possibilités pour que ces élections générales que nous avons parlé depuis le temps passé pas capable de lever sous table qui va lever fait parce que nous CEP et le gouvernement n'ont vraiment pas de capacité de organiser l'élection à faire. Le leader du parti, Rama Haïti, le notaire Jean Resséan, candidat déclaré à la présidentielle de 2015, salue l'initiative du Conseil électoral provisoire. Cependant, le notaire a estimé qu'une telle démarche est venue trop tard et n'apportera pas de résultat. Le chef de file de Rama Haïti a expliqué que nombre de partis ont déjà fait le choix de leurs candidats aux prochaines élections, ce qui pourrait fragiliser bien sûr le regroupement de structures politiques. Pour l'ancien député Sorel Jacinthe de Unité, il n'y a aucun problème à travers cette initiative. Il a affirmé que Unité est prêt à s'allier aux côtés des organisations politiques partageant sa vision, citant entre autres La Paix de Anakassi Jean-Hector, la plateforme Vérité, Écoutons tour à tour, Jean Resséan et Sorel Jacinthe au micro de Samus David François. Moi de bagages pour le travail, mais ça qu'a fait là, c'est une très bonne démarche, mais li tardive, li pas de résultat. Bon, non mais nous avons une quantité et tout le monde connaît, si nous pas poser, si nous pas prendre disposition vraiment qui sortent à l'intérieur nous comme des nationalistes, nous avons hypothéqué l'élection ça. Moi je dis déjà qu'on problème au niveau des candidats. Là il y a une série de candidats. Quand qui candidat pas ou bien qui candidat ou négocier avec eux déjà, eh bien l'autre parti politique avec l'argent vient prendre eux et c'est ça son course aux candidats qu'a fait qui sont mauvaises choses. Donc maintenant l'offre vient ça déjà. Pour y a là où même on dégager chercher l'autre candidat ou travailler avec eux et ou va capable qu'on y a demander candidat ça yo pour pas dans l'élection encore parce qu'on va regrouper avec l'autre monde et monde ça justement pour regrouper un conseiller de parti qui déjà gagne monde déjà il déjà tout ça besoin déjà ils ont magasiné tout ça ils ont raflé tout le candidat déjà et puis jodi on va demander pour monde à regroupement là terrelé déjà depuis les va commencer inscription me dit attention pour ça moi ouais cap ville là tu dois gon chita tande que tu fait avec parti politique yo pour essayer faire regroupement yo avant yo bail numéro mais l'on fin bail numéro chaque parti yo gagne numéro yo gagne emblème yo m'pa ouais qui gens ou pral faire que parti ça yo éjecter des candidats que yo gagne que c'est contre initiative là nous dit que initiative là est bonne parce que quelque part sans combien partis politiques qui pral bord des milliers de candidats leur gon bulletin son nappe la pied ou pas voir comment ou pral voter parce que là plus que 200 et 100 mètres pour bulletin donc vous comprenez à majorité analphabète même monde qui connaît l'IA, on va demander tout comment pour voter. C'est vrai, tant. Unité d'accord pour unité dit chaque jour. Et c'est unité qui vient avec cette idée. Qui dit que pour CEPA, il plus de temps pour nous capables de rentrer dans la question regroupement. Il faut dire que ce forum d'État sur l'organisation des élections est une initiative du Premier ministre en accord avec le Président de la République suite à une correspondance adressée au ministre chargé des questions électorales le 8 avril dernier par le CEP sur la nécessité de réduire le nombre d'entités politiques agréées à participer aux élections en vue d'éviter toute confusion susceptible d'entraver le vote des électeurs. Début lundi dernier du processus d'inscription des candidats au Sénat.
et à la députation pour les prochaines législatives. Lequel processus doit prendre fin le 19 avril prochain. Les candidats doivent d'abord se faire préenregistrer sur le site internet du CEP à travers un formulaire que l'institution électorale a mis à la disposition des partis. Le formulaire permettra aux organisations politiques agréées pour les élections de 2015 d'enregistrer les noms des candidats qui utiliseront leur bannière, a expliqué le directeur des opérations électorales, le maire Honora. Après la phase de pré-enregistrement, les candidats munis de leur formulaire dûment rempli passeront vérifier l'authenticité de leurs documents dans les bureaux électoraux départementaux, les BED, afin de valider leur inscription, ajouté le maire Honora. On l'écoute. Les partis politiques qui ont gagné, ils ont formulaire dans la main, qui ont commencé à vous retourner à nous. Il y a un nom, un utilisateur qui ont même désigné, qui a enregistré tout candidat parti, et nous-mêmes, nous avons utilisateur ça un mot de passe. La rentrer sur le système là, les enregistrer tout candidat il les fin enregistrer la pointer et la imprimer feuille les enregistrer c'est alors après préenregistrement la venir dans bed différents bed nous gagnons dans pays avec document candidat a venir avec document OK nous-mêmes et dans le bed là, on a vérifié à partir de l'application web que nous gagnons, que le candidat lui-même gagne tout. On a checké un après un physiquement document de vote et l'en fin checké depuis au conforme, au complète, et bien on reçu que le candidat il fait dépôt de candidature. Aujourd'hui, c'est le démarrage du processus de dépôt de candidature des sénateurs et des députés. Si un candidat a envoyé formulaire tourner dans le CEP avec nos utilisateurs, il y a un mot de passe qui a monté sur le site là, enregistrer tout candidat et candidat lui-même venu n'a recevoir la candidature. Et 4 jours après le lancement par le Conseil électoral provisoire du processus d'inscription des candidats pour les prochaines législatives, le processus avance timidement. Des candidats se montrent réticents jusqu'ici à se faire pré-enregistrer sur le site du CEP. Seulement 5 ont validé leur inscription sur le site. Jusqu'à jeudi dernier, dans la matinée, des responsables de la plateforme Vérité s'étaient rendus à l'annexe du Conseil électoral à Frères pour s'inquérir davantage sur les modalités du pré-enregistrement en ligne. Plus de précision avec Gérard Joseph et Marjorie Michel, 2 membres de la plateforme Vérité. Et parfois on parle de postes électifs. Et est-ce qu'on parle de postes à pouvoir? Et nous avons besoin que c'est lui-même comme tribunal qui a recevoir toutes sortes de contentieux avant, pendant que nous avons un processus d'inscription en ligne. Nous devons besoin d'assurer nous que nous avons une très bonne clarification. Le cas où un parti ne pas présenter le quota, c'est qui sanction? Est-ce que la liste candidat va tomber ou bien est-ce qu'il y a pour reprendre nous? C'est qui ça? Donc jusqu'à présent, c'est un petit genre flottant sous question. Donc nous-mêmes, on va s'adresser directement au CEP pour qu'il nous donne des explications écrites pour nous connaître comment pour continuer avec le processus d'inscription. Et là, qui ça veut dire nous aller là? Bon, certainement, le service juridique là encore dans le flou. Et comme le CEP lui-même, c'est lui qui reste d'après l'article 1.1 décret électoral, là, les chefs de tout contentieux. Donc on va s'adresser directement au CEP pour que des explications écrites fournies à la plateforme Vérité pour nous capables de continuer le processus d'inscription en ligne. Tout bagage, moi-même, là c'est dans le groupe qui n'a pas une question de femme. Il y a l'article 100.1 dans la Constitution, dans le décret électoral qui parlait de 30%. Et dans la liste électorale, je suis parti politique supposé présenter 30% de femmes, mais au parti qui sanction, qui risque de gagner, s'il va présenter au minimum 30% ou pas, flou ça, nous voulons que le dissiper parce que le parti politique là, a choisi candidat, il faut le connaître clair, au risque de ne pas avoir accepté sa liste.
Les inscriptions au registre d'identification nationale pour la législative programmée au 9 août 2015 seront fermées le 11 mai prochain. Annoncé le directeur général de l'Office national d'identification, Jean-Baptiste Fils Saint-Cyr. Le DG de l'ONI a expliqué que les noms d'électeurs inscrits le 11 mai jusqu'à minuit figureront sur la liste électorale générale qui sera acheminée au Conseil électoral provisoire pour les élections. Écoutons les précisions du directeur général de l'Office national d'identification, Jean-Baptiste Fils Saint-Cyr, au micro de Ludmilla Marc et Randy Henry. D'après le calendrier électoral là, le 11 mai, nous avons fermé l'inscription pour l'élection 8 août là. Ça veut dire qui ça? Quel que soit le monde qui vient enregistrer jusqu'à 11 mai à minuit, nous avons garanti qu'il y a 24 jours pour aller voter le 8 août. Moun qui t'a inscrit le 12 mai de la matinée, nous avons toujours travaillé pour nous faire 4 jours, puis aller inscrire l'école, dans la faculté, puis aller faire licence, puis aller dans DGI, puis aller faire changement de pack par Chine, puis aller faire passeport, puis aller ouvrir compte en banque, puis faire tout ça que Kat a demandé pour faire. Nous avons garanti qu'il est capable de faire, mais nous n'avons pas acheminé à conseil électoral là, dans la liste électorale générale là. Moi, je voulais pour reporter précision ça encore. Liste électorale là, la fermée le 11 mai à minuit. Tout le monde qui est inscrit, quel que soit côté dans le pays, pour ne pas dire que soit côté de la planète là, nous avons garanti, il y a plus de 24 jours pour aller voter le 8 août. Gino Bounet est le nouveau directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Il remplace à ce poste Ernst Oba, le ministre de l'Intérieur qui a procédé à son installation le mercredi 8 avril dernier, l'a rappelé qu'il est arrivé à la direction générale du dit ministère dans un contexte électoral. Le nouveau DG du ministère de l'Intérieur promet tout son soutien au ministre de tutelle, Gino Bounet, dit compter sur la collaboration de tous les employés du ministère de l'Intérieur. L'un des objectifs majeurs du nouveau directeur général du ministère de l'Intérieur est de favoriser un climat sécuritaire dans le pays à l'approche des élections programmées en 2015. Écoutons sa déclaration. Monsieur le ministre, sous mon autorité, la direction générale, principal organe d'exécution du ministère, jouera à plein son rôle de coordination, de contrôle et de décision de toutes les activités des différentes directions de l'administration centrale, comme stipulé dans le décret du 17 mai 1990. Monsieur le ministre, la direction générale sera à vos côtés sans détour pour mener à bien la mission du ministère qui est de concevoir, de définir et de concrétiser la politique du pouvoir exécutif en ce qui concerne, entre autres, la tutelle des collectivités territoriales, l'immigration et l'émigration, la protection civile, la sécurité intérieure de l'État. Monsieur le ministre, vous pouvez compter sur ma collaboration franche, efficace et honnête, et sur mon dynamisme, mon sens du devoir et mon sens de responsabilité. Chères collaboratrices et collaborateurs du ministère, en vos titres et qualités, soyons unis dans la poursuite d'un objectif commun, le renforcement et la valorisation du ministère. Pour y arriver, notre administration sera une administration harmonisée, immunisée de toute tendance à la discrimination. Je suis et je serai toujours le directeur général de toutes les collaboratrices et de tous les collaborateurs, sans distinction et sans aucune forme de discrimination. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a présenté mercredi dernier sa feuille de route. Un document contenant les actions prioritaires du ministère. Cette présentation a eu lieu en présence, entre autres, du ministre des Affaires sociales, Victor Benoît, et des cadres du ministère, de la directrice de l'Institut du bien-être social, Ariel Gentil-Vildroin. Le document a été préparé lors d'un atelier de 2 jours organisé par le ministère des Affaires sociales et du Travail sur les grandes lignes de la politique du dit ministère. La feuille de route contient un total de 20 points, a indiqué le titulaire du ministère des Affaires sociales, Victor Benoît. Elle est basée sur 2 axes majeurs. Le premier contenant les actions structurantes et actions immédiates à effet durable, a expliqué le ministre Victor Benoît au micro de Ludmilla Marc et Samus David François. La feuille de route là, n'est-ce pas, c'est un résumé de 20 points qui a descendu à considérer comme des actions prioritaires que Bagay n'a pas pour faire. Alors, l'organiser feuille de route là, il y a 2 axes là-dedans. Ouais, c'est-à-dire une grande partie, il y a
En particulier, nous avons des actions structurantes, c'est-à-dire qui portent sur le long terme. Et deuxième axe là, ce sont des actions, dit, immédiates. Actions immédiates, mais à effet durable. Ce n'est pas un saupoudrage. Et puis pour après ça, on quitte le lit, et puis après quelques temps, on fait un effet d'annonce, et puis après ça, pas de conséquences pour le futur. Nous avons une bagaille qui est dans la tête pour le ministère que nous voulons faire, et conformément à la politique générale du gouvernement, c'est faire un programme de formation de courte durée, 3 mois, 6 mois, 9 mois, pour des jeunes qui aux abords du ministère là. Juste le temps d'observer une pause à ce numéro de 56 minutes synthèse. On vous retrouve tout de suite après. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûtez vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà. Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être fait avec gros ingrédients naturels tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, pas tout grossiste li au mandé. C'est les tout cuisine, elle choisi pour faire manger. C'est les celles qui va faire manger ou pas ça. C'est coupé d'ouest. Ah ça, danger et Criolito, c'est numéro 1. La suite de ce numéro de 56 minutes synthèse, la demande de l'extradition de l'ex-sénateur Lavalas Mirlande libéreuse Pavert par la justice haïtienne suite au mandat d'amener émis à son encontre comporte un vice de forme, dénonce l'avocat de l'inculpé, maître Mario Joseph. Le défenseur de Mirlande libéreuse Pavert dit déceler des manœuvres politiques en arrière-plan de la demande d'extradition de son client. Le responsable du bureau des avocats internationaux plaide en faveur du respect des principes régissant la demande d'extradition. Écoutons les précisions de maître Mario Joseph recueillies par Michi Alexis et Fézien Mathieu. En Haïti, branche exécutif là qui est justice là a un remote contrôle. Yo contrôler yo fait ça ou li. Dans ce sens ça, si on te fait dossier sous question extradition Jean-Dominique là, eh bien, tu as bien pile question que tu pas poser. Et on va demander au gouvernement américain pour extrader un monde qui reste de la Kaili. Et dans le dossier, il y a l'autre monde qui est inculpé dans le dossier. Et puis, moun ça marché libé, et au candidat. Peut-être, c'est parce qu'il a changé camp. Et tout le monde connaît en Haïti. Depuis qu'il a changé camp, il n'est pas criminel encore. C'est Kadani Toussaint. Et Waldorf tout. Waldorf Boulos, rappelez-nous. Dossier à fait. Sous ta petit avocat, ben dit petit avocat, alors un avocat qui fait fini. Et dans Miami, où tu as porté le dossier Jean-Dominique là. Et parce que les noms dit un dossier extradition, c'est pas un papier, non? C'est pas un fait mandat, non? C'est un gros dossier à pied. Parce que moi-même, m'habitue avec l'international là, et nous connaissons qui ça veut dire dossier.
Ça veut dire dans le dossier ça, et Oriel Jean, faut gagner témoignage là. Et mais qui porte avocat finissant Miami, t'as prêché de vers demain. Parce que Oriel Jean, alors on ne va pas détourner nous, que nous nous reposer en paix. Mais Oriel Jean, son témoin reprochable. Nous avons écrit la presse, on note de presse. La presse passait sous lui. Nous expliquons pour qui ça aurait été témoin reprochable. Son nègre qui était jugé coupable pour droit aux États-Unis, il n'a pas qu'à prendre témoignage pour arrêter le monde encore. Donc, qui porte avocat finissant Miami, t'as rejeté. Rappelons que la justice haïtienne reproche à Mirland Libéreuse Pavert d'être l'auteur intellectuel de l'assassinat le 3 avril 2000 du journaliste Jean-Léopold Dominique. Les conclusions de l'ordonnance du juge Yvikel Labrasil exigent l'extradition de l'inculpé qui vit actuellement aux États-Unis. Autre point à ce 56 minutes synthèse, le mardi 7 avril 2015 a marqué le 212e anniversaire de la mort du précurseur de l'indépendance d'Haïti, Toussaint Louverture, décédé le 7 avril 1803 à Fort-de-Joux en France, en l'honneur de la mémoire du héros de l'indépendance. Le chef de l'État, Michel Martelly, accompagné du Premier ministre Evans Paul et deux membres de son administration, a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument de Toussaint Louverture au Champ de Mars. Prenant la parole en la circonstance, le Premier ministre Evans Paul a expliqué qu'à travers ce geste, l'exécutif a voulu rappeler aux jeunes du pays le sens de la bataille de Toussaint Louverture, celui qui s'est combattu pour libérer Haïti et d'autres nations de l'Amérique du joug de l'esclavage. Le Premier ministre Evans Paul au micro de Johnny Saint-Ilus et Jasmin Denis. De l'époque, côté, il y a qu'on fait moun a fait esclave, moun a servi moun, tant qu'on fait bourrique fel, millet fel, cheval fel, c'était l'homme qui était presque tant qu'aux animaux, dominé par l'autre monde qui était un gros moyen, ça a été les colons, et ça a été les maîtres par rapport à l'autre monde, l'atrier frère nous, qui était esclave. Alors c'est nécessaire que le gouvernement pays, l'État au plus haut niveau, l'État, et là c'est au-delà du gouvernement, l'État dans toute composante, dans trois pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire et société civile là tout, à travers les élèves et nous-mêmes toute la presse, nous avons choisi rendre hommage à Toussaint Louverture, mais en même temps pour nous lancer un message de mémoire à la jeunesse. Pour qu'on ait dans l'histoire, nous avons un monde qui relève Toussaint Louverture, qui a tracé chemin pour tout le monde vivre libre sous la terre. Pas seulement dans le pays d'Haïti, mais tout partout sous la terre. Alors, l'on pays, c'est un gros garçon comme ça qui sortit dans un travail, on m'a dit pays ça a son référence. Et comme de fait, sur le plan historique, pays a son référence, même si il y a une génération qui passait, qui pas montré digne de gros héritage, Toussaint Louverture avec l'autre ancêtres qui étaient pour nous. Parlons éducation. Le ministère de l'Éducation nationale a présenté vendredi les deux modèles d'uniformes uniques que porteront les élèves des écoles publiques pour l'année académique 2015-2016. Il s'agit d'une chemise ou d'un corsage à carreaux bleus et blancs, d'un pantalon ou d'une jupe bleu marine pour les classes fondamentales et pour le cycle secondaire, chemise ou corsage bleu ciel assorti de pantalon ou de jupe bleu marine. Selon le ministre Nespi Maniga, cette décision a été prise en collaboration avec les parents et les élèves. Les précisions du ministre Nespi Maniga recueillies par Michi Alexis et Max Joseph. Après en pile discussion qu'on fait entre nous, nous arrivons à une décision. Alors, au départ, le ministère a pensé que nous avons fait un uniforme unique à la fois pour fondamental avec pour secondaire. Et l'on fait plusieurs tours de table avec différents élèves et surtout avec le groupe qui l'a. Monsieur Damio te dit, pas question. Ils voulaient séparer toujours fondamental là de secondaire là. Et leur te fin météo d'accord sur qui couleur vous pensez ou pas vle. Donc, ça qui retenu plus voix et plus adhésion de tout groupe qui l'a, c'est que fondamental là pral retenir couleur à carreau bleu et blanc ça avec bleu marine pour les 9 premières années du fondamental. Alors, nous faisons comme ça, c'est juste couleur que nous retenons, nous pas retenu modèle ANESA. ANESA, le ministère n'a pas imposé modèle en particulier, c'est juste choix couleur. Il n'a pas imposé toute spécification sur qualité tissu, parce que nous avons rencontré importateurs,
nous avons rencontré commerçants tout, pour faciliter l'écoulement stock qui gagne là toujours, nous pas spécifier qui qualité année ça pour l'instant. Pour le secondaire, choix qui plus populaire auprès de team qui participé dans différentes rencontres, c'était bleu ciel et puis bleu marine. Moi, la presse gagne plusieurs exemples qu'il a. Nous tout dit, nous pas fait choix modèle. C'est à titre d'exemple que modèle yo bail, nous fait choix couleur pour exercice 2015-2016. Nous avons tout pris précaution pour nous dire que ministère, l'État, gouvernement pas prêt à acheter tissu. Tout opérateur, c'est au même cap continuer à faire opération ça. Une centaine d'écoles bénéficiaires du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire jusqu'au 15 avril prochain. Pour donner des explications sur des éventuels cas de corruption, selon le ministre de l'Éducation nationale qui dit constater plusieurs cas d'irrégularité de ces établissements par rapport à ce programme. Passé ce délai, les dossiers de ces écoles seront transférés à l'unité de lutte contre la corruption, avertit le ministre Nespi Maniga au micro de Michi Alexis et Max Joseph. Nous constatons qu'il y a 3 catégories d'irrégularité. Première catégorie d'irrégularité, c'est le fait que il y a des écoles qui inscrivent dans le programme qui annoncent des chiffres de timoun que vous avez et l'on a constaté qu'il y a moins de timoun. Deuxième irrégularité, c'est que quelquefois, on a constaté que il y a des écoles non qui doivent sous programme, mais contraire au pas signé, ou justement l'école là carrément pas existé. Troisième cas d'irrégularité que nous constatons, c'est ça que nous commençons à expliquer hier par notre de presse là, c'est de l'école qui recevoir double financement, double subvention pour même petit monde. Il y a dans Grandance, il y a dans le Nord, il y a dans quelques autres départements, il y a dans l'Ouest, il y a dans la Tibonite. Et pour nous donner un exemple, hier nous faisons sortir une liste en centaines d'écoles qui ont une présomption de corruption. Liste là disponible dans toute la presse. Dans le département, nous prenons un département particulier, c'est le département de la Tibonite, côté que nous baillons tout directeur de l'école. Et étant donné que nous voulons bailler possibilité pour justifier ça, nous ne pas mettre non directeur, nous mettons non l'école là, adresse l'école là, avec dans qui commune dans la Tibonite l'école là, il y a jusqu'au 15 avril pour venir bailler explication qui j'en fait recevoir à la fois subvention psycho, subvention programme éducation pour tous là, pour même l'école là. Et si au 15 avril, nous pas gain bonne information, ministère de l'Éducation nationale, c'est l'école qu'on fait, la transmettre tout dossier ça yo avec non directeur ça yo dans unité de lutte contre la corruption. Signature jeudi dernier d'une convention de partenariat entre le Conseil national des télécommunications et la Faculté des sciences humaines. Cette convention a 2 grands objectifs, à savoir le renforcement des capacités des médias dans le cadre de la réorganisation de la radiodiffusion par le CONATEL et la mise à la disposition du CONATEL par la Faculté des sciences humaines des données scientifiques dans le cadre de la dite réorganisation. Selon le directeur général du CONATEL, Jean-Marie Guillaume, le secteur de la radiodiffusion a besoin d'être régularisé et la Faculté des sciences humaines est l'une des entités à même d'apporter son expertise dans le cadre de ce travail. Jean-Marie Guillaume était au micro de Rossi Antoine et Jasmin Denis. Nous pensons que le secteur radiodiffusion, et secteur télévision, secteur média, sont secteurs qui ont besoin que gagner une organisation qui fait. Nous pensons que ce secteur qui a besoin que gagner des lois strictes et qui régissent, sans pour autant nous pas impacter l'aspect démocratique, aspect opinion, libre d'opinion qui gagne dans le secteur. L'intention, ce n'est pas du tout pour fermer les bouches moules, ce n'est pas ça l'intention, mais cependant, il fait que l'institution, le secteur média fonctionner selon des normes établies. Et nous pensons que qui est une bonne institution qui gagne aujourd'hui pour faire des recommandations à partir d'études et sur le terrain, à partir d'expérience, à partir de rapprochement dans l'aspect social paysan, eh bien nous pensons que par une institution qui est mieux placée que
et faculté des sciences humaines. Et je pense que la plan avantage, non seulement pour qu'on appelle, pour arriver à comprendre exactement ça que besoin fait dans le secteur. Et nous sommes capables pour l'institution privée qui nous fait recherche, mais nous pensons que l'heure pour l'institution publique utiliser l'université en tout pour nous entreprendre des recherches. Dossier santé, le 7 avril a ramené la journée mondiale de la santé. Cette année, l'accent est mis sur l'insécurité alimentaire, source de plus de 200 maladies dans le monde. Pour marquer cette date, en Haïti, le ministère de la Santé publique, de concert avec d'autres partenaires, tels l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation panaméricaine de la santé, le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, a organisé dans un hôtel à Pétionville une activité sur le thème la sécurité alimentaire de la ferme à l'assiette. Vous avez tous un rôle à jouer. Une initiative qui vise à sensibiliser sur la nécessité de réduire l'insalubrité des aliments et à améliorer leur qualité sanitaire. L'occasion pour la ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, de montrer l'importance de consommer des aliments génétiquement sains. Ces déclarations sont recueillies par Michel Alexis et Fézé Mathieu. Cette année, la sécurité sanitaire des aliments est à la une. À travers le thème, vous l'avez déjà entendu, de la fourche à la fourchette. Quelque chose qui rime bien, fourche et fourchette. Ou encore sauter dans le jardin, river dans l'assiette. Et moi, je serais tenté d'ajouter river dans la bouche. C'est parce que ce n'est pas dans l'assiette dans la prêter. Depuis l'an 2000, l'OPS et OMS avaient identifié la salubrité des aliments et les maladies d'origine alimentaire comme un problème de santé publique croissant. Le monde, comme le disait tantôt Dr Maron, étant devenu un village global, tous les êtres humains qui y vivent subissent positivement ou négativement les effets de cette globalité, de ce grand marché rempli de compétition surtout financière, outrepassant à bien des égards certaines fois le scientifique, avec des implications néfastes sur la vie des gens. Il s'agit beaucoup plus de production rapide et de meilleur goût, avec tout ce que celle-ci nécessite de pesticides, d'engrais chimiques, d'addictifs, de toxines biologiques, de génétiquement modifiés, au point que le maïs que nous mangeons peut ne pas être un vrai maïs. Les pommes de terre que nous consommons sont loin d'être de vraies pommes de terre, pour ne citer que ces deux exemples. Le représentant de l'OPS-OMS, Jean-Luc Poncelet, et celui de l'USAID, Christian Barat, participants à cette cérémonie, ont attiré l'attention de la population haïtienne sur toutes les maladies causées par les aliments impropres à la consommation. Selon leur déclaration, les aliments contenant des bactéries, des virus, entre autres, sont responsables de plus de 200 maladies. Pour Jean-Luc Poncelet, tous les secteurs de la vie nationale doivent impliquer dans la lutte en faveur d'une politique de la sécurité alimentaire dans le pays, surtout les consommateurs qui sont les principaux concernés. Écoutons tour à tour Jean-Luc Poncelet et Christian Barat. Les aliments sont une source de vie, mais impropres à la consommation, sont à l'origine de millions de décès par an, en particulier les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes âgées et les malades. Les aliments contiennent parfois, quand ils sont maltraités, nous l'avons vu, des bactéries, des virus, des parasites et puis encore des substances chimiques qui sont responsables, comme on l'a dit, de plus de 200 maladies, allant de la diarrhée, telle que le choléra, contaminant d'autres maladies, mais allant jusqu'au cancer. Ça nous appartient tous, et chacun a son rôle et ses contributions à donner. J'allais juste me focaliser sur ce que nous pouvons faire, nous, en tant que consommateurs. Oui, il y a le cas juridique, il y a le programme, il y a les inspecteurs qu'il faut respecter. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être contrôlé dans le marché. C'est un homme qui cherche à nous sauver la vie, mais on ne le voit pas comme ça souvent. Mais nous, en tant que consommateurs, comme elle a bien dit, le savon, le simple barre de savon est notre arme nucléaire dans la santé. Il y a des choses très simples qu'on peut faire à la maison, qu'on pourrait exiger en tant que consommateur dans le marché en disant « Ah, je préfère d'acheter mes viandes
dans les conditions un peu plus propres. Donc on a beaucoup de pouvoir en tant que consommateur. Cérémonie de pose de la première pierre mercredi dernier des travaux de construction de l'Institut national supérieur de formation des sages-femmes par la ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, et l'ambassadeur du Canada en Haïti. La construction de l'édifice s'achèvera à la fin de l'année 2016. Elle est financée par le gouvernement du Canada à hauteur de 5 millions de dollars canadiens. Détail dans ce reportage signé Wesley Antoine et Yvan Saïd. Poser la première pierre des travaux de construction de cet institut de formation médicale concourt à relever l'un des défis majeurs du ministère de la Santé publique, à savoir réduire de façon considérable le taux de mortalité maternelle en Haïti. Un objectif qui sera atteint en créant des espaces adéquats pour mieux former des sages-femmes dans le pays, ce qui explique toute l'importance de la construction de ce nouveau bâtiment. Que si nous voulons vraiment arriver à une réduction de mortalité maternelle, sans que nous pas exclure personne, sans que nous pas ignorer compétences obstétriciens et gynécologues, qui sont des spécialistes avancés dans la question de soins maternels et soins reproductifs, nous dit que nous allons faire une autre approche. Et l'approche là, c'est de former des femmes réellement qui sont capables de prendre en charge les cas de grossesse chez les femmes. Tenant compte de l'importance des sages-femmes dans la prise en charge des femmes au moment de leur accouchement, le MSPP croit opportun de construire d'autres écoles du genre dans le pays. Certainement, je fait plaidoyer pour une autre école de sage-femme. Et la première dame Nambral dit, on va partager ça avec moi, une prochaine école de sage-femme dans le Bralocaille. Parce que je commence déjà à planifier avec Kellogg Foundation pour être capable de faire une école de sage-femme à partir de l'école des infirmières, l'école nationale des infirmières qui est au Caille. Former des professionnels qualifiés en vue de diminuer la mortalité maternelle en Haïti, une lutte du ministère de la Santé publique qui bénéficie du support du gouvernement canadien. L'ambassadeur du Canada en Haïti voit déjà les impacts positifs du nouveau bâtiment de l'Institut national supérieur de formation des sages-femmes. Lorsque le nouveau bâtiment sera construit sur ce site où nous nous trouvons aujourd'hui, nous disposerons d'un environnement qui favorisera l'apprentissage de ce métier pour les femmes. Cet établissement viendra remplacer celui, bien sûr, qui s'est effondré lors du séisme en 2010. Seulement 36% des femmes haïtiennes sont prises en charge par des personnes qualifiées au moment de donner naissance à leur progéniture. Un chiffre que le ministère de la Santé publique compte améliorer en construisant de nouveaux centres de formation pour les sages-femmes. Rappelons que l'Institut national supérieur de formation des sages-femmes a été détruit lors du séisme du 12 janvier 2010 et l'édifice sera reconstruit sur le site où se trouvait l'ancien bâtiment, à côté de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti au centre-ville de Port-au-Prince. Le ministère du Commerce et de l'Industrie et le Programme des Nations Unies pour le Développement ont lancé vendredi le catalogue des produits typiques d'Haïti. Ce répertoire présente les potentialités du pays en matière de diversité, de spécificité culinaire et agricole, de richesse artisanale et de patrimoine culturel unique dans la région caraïbéenne. Un reportage signé Michi Alexis et Fézien Mathieu. Café de Dondon, noix grillées du Cap-Haïtien, miel du Nord-Ouest, douce macos de Petit Goave, masques en papier mâché de Jacmel, rara de Léogane sont entre autres produits typiques d'Haïti faisant partie de ce nouveau catalogue présentant une trentaine d'articles sélectionnés et exposés parmi 500 autres se réjouissent des exposants venus des 10 départements du pays. Pour l'État, surtout, peuple haïtien son peuple qui a talent s'il a un encadrement. Producteurs, productrices, sont capables de produire. Mais qui ça vient gagner? Moun sa yo manque encadrement. Produits à base de tamarin, notamment nous avons liqueur tamarin, nous avons confiture tamarin, nous avons bourse tamarin et nous avons vin tamarin. Structurer les filières des produits typiques d'Haïti en modernisant les chaînes de valeur, tel est le principal défi du ministère du Commerce et de l'Industrie. Son titulaire, Jude RVD, entend aussi faciliter l'accès au crédit aux producteurs, labelliser leurs produits et leur garantir l'accès au marché leur permettant de couler leurs denrées. Il nous faut, sur cette base, mettre en œuvre une feuille de route ambitieuse, mais réaliste, tenant compte des contraintes auxquelles les opérateurs économiques font face. C'est ce que nous proposons de faire avec le support habituel des partenaires techniques et financiers.
Se réjouissant de cette initiative, la directrice principale du programme des Nations Unies pour le développement, Sophie Decamp, rappelle que pour sortir Haïti de l'ornière de la pauvreté, il faudra plus d'investissement dans le pays. Pour Madame Decamp, ce projet est très prometteur en termes de création d'emplois et de valorisation des richesses locales. De nombreux outils peuvent aider à développer ces filières. Certains de ces outils existent en effet déjà et sont là pour permettre les investissements, le développement agricole, le développement touristique et le développement du commerce. Ce lancement du catalogue des produits typiques d'Haïti, suivi d'une foire culinaire et agricole, a vu la présence entre autres de membres de la société civile haïtienne, de la communauté internationale, dont la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Sandra Honoré. Coup d'œil à l'étranger à présent, les habitants de la ville North Charleston ont manifesté à travers les rues pour exprimer leur mécontentement de l'assassinat de Walter Scott, un automobiliste noir âgé de 50 ans, le samedi 4 avril dernier par un agent de police routier inculpé pour meurtre. L'agent Michael Slager, 33 ans, est passible de la peine de mort ou 30 ans d'emprisonnement. Détail avec ce reportage de Rognos. Dans la ville américaine de North Charleston, la colère monte. Des habitants manifestent après la mort d'un automobiliste noir abattu samedi par un policier blanc. Walter Scott, 50 ans, a été tué après une altercation avec le policier. Lors d'un banal contrôle routier, l'un des feux de son véhicule ne fonctionnait plus. L'agent Michael Slager, 33 ans, a été inculpé de meurtre. Il risque la peine de mort ou 30 ans d'emprisonnement. Selon le New York Times, le policier a d'abord affirmé après les coups de feu que la victime avait pris son pistolet paralysant. Mais cette vidéo filmée par un passant l'accable. Nous avons choisi de ne pas la diffuser dans sa totalité. On y voit cependant le policier tirer 8 fois dans le dos de l'automobiliste qui s'enfuit en courant. Ce drame, en Caroline du Sud, vient à nouveau exacerber les tensions raciales dans une Amérique où les bavures policières contre les Noirs se sont multipliées ces derniers mois. Le rappel des titres avant de refermer ce 56 minutes synthèse. 21 personnes péries, 12 survivants recensés et 19 portés disparus. C'est le dernier bilan du naufrage survenu au large des côtes haïtiennes le 9 avril dernier. Le voilier avait à son bord une cinquantaine de boat people haïtiens qui tentaient d'atteindre clandestinement les Providenciales. Aucune entente n'est conclue du Forum d'État sur l'organisation des élections vendredi entre l'exécutif et les partis politiques agréés pour les élections de 2015. Les discussions vont se poursuivre en vue de parvenir à un accord visant à réduire davantage le nombre de structures politiques pour les prochaines joutes, insiste le Premier ministre Evans Paul. Commémoration le 7 avril dernier du 212e anniversaire de la mort du précurseur de l'indépendance d'Haïti, Toussaint Louverture. Une cérémonie d'offrande florale au pied du monument du héros national au Champ de Mars a été organisée par l'exécutif. Et puis chemise ou un corsage bleu ciel sur pantalon aux jupes bleues marine, chemise ou corsage à carreaux bleus et blancs sur pantalon aux jupes bleu marine seront désormais les couleurs officielles de l'uniforme scolaire unique pour les élèves des écoles publiques présentées par le ministère de l'Éducation nationale vendredi dernier. Célébration ce 7 avril de la Journée mondiale de la santé. Autour du thème, la sécurité alimentaire de la ferme à l'assiette, vous avez tous un rôle à jouer. L'occasion pour les responsables de la santé en Haïti d'attirer l'attention de la population sur la nécessité d'opter pour une alimentation saine. À l'étranger, les États-Unis à nouveau secoués par un scandale de meurtre. Un homme noir a été abattu de 8 balles dans le dos par un policier blanc. Cela s'est passé à North Charleston, Caroline du Sud. Un simple contrôle routier serait à l'origine du drame. C'est pratiquement la fin de ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.